Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast des SI et des hommes. Je suis Nicolas et aujourd'hui j'ai l'honneur d'accueillir Georges Sade, un entrepreneur visionnaire et expert du numérique. Georges est une figure emblématique dans le domaine de la transformation numérique. Il a une expérience solide, une expertise approfondie et il a contribué à façonner l'avenir des entreprises à travers le prisme du numérique. Il nous délivrera dans ce podcast même quelques success stories assez intéressants. On va plonger avec lui dans son univers et on va découvrir son parcours assez inspirant. De ses débuts en tant qu'entrepreneur audacieux à sa vision stratégique de l'impact du numérique sur les organisations, il nous livre des sujets assez précieux et intéressants. On va explorer avec lui aussi ses défis, tout ce qu'il a pu avoir dans sa carrière, ses réussites et les leçons qu'il a apprises en chemin. On va aborder quelques sujets clés tels que l'innovation technologique, la gestion du changement et les stratégies gagnantes pour tirer parti du potentiel du numérique. Georges va vraiment tout nous partager. Je vous invite vraiment à plonger dans un dialogue inspirant et stimulant avec Georges, avec lequel j'aurais pu échanger encore pendant des heures. J'espère peut-être à un moment refaire un autre épisode. Installez-vous confortablement, ouvrez vos esprits à de nouvelles idées et laissez-vous inspirer par les réflexions et les expériences partagées par Georges Sade dans cet épisode spécial du podcast des SI et des hommes. Bonne écoute et préparez-vous à être transporté. À tout à l'heure. Bonjour Georges. Salut Nicolas. Ravi de t'avoir dans cet épisode de DSI et des hommes. Euh, Comme on le disait un peu en intro, on se connaît presque pas. Voilà, tu m'as été conseillé par Cédric Watine. Tu connais aussi quelqu'un que j'ai reçu dans le podcast qui est Vincent Mendes d'Aster. Voilà, donc les étoiles se convergeaient pour qu'on se connaisse. Avant de commencer de parler de ton parcours et de ce que tu fais, j'ai une question que je pose toujours à mes invités pour démarrer. Quel est ton premier souvenir de numérique ou d'informatique? C'est un ordinateur Atari qui ont démarré avec des cassettes à ruban magnétique. Je sais pas pour les auditeurs, en tout cas pour les gens qui écoutent, si ont connu ça, mais il fallait partir l'ordi en même temps que la Ouais. cassette. Mm. Et ça pouvait prendre ouais, quoi, 30-40 minutes. Et puis, on cassait des joysticks à toutes les 2 semaines avec mon frère parce qu'on jouait à. C'était un jeu d'athlétisme. Et pour courir, il fallait bouger la manette à droite et à gauche le Ouais, plus vite ouais, possible. ouais. C'est incroyable. Donc, je dirais que c'est pas mal le premier. Ouais. Donc, on parle de 87, 80, ouais, Ouais, j'aurais voilà, dit ça, 86, 87. Voilà. exactement. Donc, bon, ça permet aussi aux auditeurs de placer l'âge des gens. Parce que bon, C'est une question piège, en je... fait. Non, 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 pas du tout, mais c'est marrant. Et puis, ça permet aussi de retracer l'histoire. Et chacun a son souvenir numérique. A son souvenir numérique. Je Et me bon, permets, Nicolas, en fait, ma vie, elle a changé beaucoup quand j'ai eu 12 ans. Parce que j'avais demandé ouais. pour Noël à mes parents une guitare électrique. Ils m'ont offert un ordinateur. Je pense que j'aurais pu être une rockstar plutôt que d'être en informatique. Je pense que Peut-être. C'est vrai que ouais, ça a dû tracer ta vie pour la suite. tout s'est joué à ce Voilà. moment-là. Ouais, tout s'est joué à ce moment-là. Voilà. Donc, bon, finalement, bon, voilà, j'aurais pas eu peut-être le plaisir de t'interviewer. Voilà. Je t'écouterai sur la radio. Bah non, t'es avec moi. Donc, bah merci, c'est cool. Bah, ça permet de lancer un petit peu ça. Voilà, c'est ce que tu peux nous décrire ton parcours, d'où tu viens, où tu es allé Écoute, et après où tu ouais, vas, quoi. où on veut aller, ouais, on a tous des Ouais. réponses très larges pour ça. On va commencer par ce qu'on sait, donc le passé. Je suis libanais d'origine, canadien. Je suis un Canado-Libanais qui a fait ses études à Montréal et qui a déménagé à Québec. J'ai un parcours assez typique en fait, venant d'une famille où il fallait étudier, faire le master, etc. Donc j'ai fait le parcours le plus typique possible. Donc ingénieur informatique, master, et travailler pour une boîte qui à ce moment-là, quand j'ai été embauché, je ne savais pas qu'elle venait d'être achetée par IBM. Et donc, en fait, j'ai vécu mon premier et seul emploi comme étant dans une petite boîte qui se transformait à devenir une boîte dans IBM. Donc, j'ai vu la transition. Donc, je dis souvent, j'ai expérimenté les grands groupes et les startups dans un même emploi pendant 2 ans et demi. J'étais pas méga fan à la fin. Donc, j'ai quitté, je me suis cherché. Et puis après, bon, j'ai rencontré des gars que je connaissais dans une boîte qui venait de partir. Je suis devenu associé, une boîte de développement. On a fait le truc le plus traditionnel et typique, des investisseurs, une croissance rapide, un max d'employés, donc 150 employés au bout de 2 ans. Et puis, ben, j'en avais marre, j'en avais vraiment marre. En fait,
pour tout dire, le day-to-day, en fait, ce que je faisais sur une base régulière et quotidienne, c'était pas du tout ce que j'aimais faire et c'était pas du tout ce que je pensais que ça allait être. Bref, je fais court, vendu la boîte, donc 2 ans et demi plus tard, j'en avais marre de travailler avec des gens. C'est drôle parce que ben, c'est des SI et des hommes. Donc j'en avais vraiment marre des hommes. Je trouvais que c'était un peu trop dur. Donc je venais de vivre aussi un genre de paradoxe où en fait j'aimais pas mon day-to-day. Par contre, de l'externe, la boîte qu'on avait fondée, elle avait une apparence de succès, beaucoup d'apparence de succès parce que des bons clients, ou en tout cas des clients reconnus et beaucoup d'employés. Et donc, en fait, j'ai été sollicité, puis j'ai lancé une boîte de consulting à ce moment-là, donc pendant 2 ans. J'avais fondé aussi la communauté agile de Québec, etc. Donc, il y avait tout un aura autour de ce mouvement-là. Et donc, consultant, et en fait, j'ai commencé à aider des boîtes à prendre le virage agile, à les aider à structurer une culture d'équipe de développement qui faisait du sens. Ça allait super bien, c'était très payant, mais ça m'emmerdait parce que je me disais souvent que je ne serais jamais client de mon propre service. Donc, je trouvais que ce que je faisais, tout le monde pouvait le faire tout seul, en fait. Bref, donc j'en avais un peu marre. J'augmentais mes prix, plus j'augmentais mes taux horaires, plus j'avais des clients qui étaient intéressés. Et moi, je bossais, donc j'étais sur un bon rythme. Financièrement, ça allait très bien. Et en parallèle à ça, pour m'amuser, j'ai parti une petite start-up qui est assez drôle, un genre de Jackass on demand avec un bon pote à moi à l'époque. Ça s'appelait Just Do It. On lançait des défis en ligne, c'était du n'importe quoi. Euh, alors, on a fait que perdre de l'argent, mais on s'éclatait. Et la réalisation, c'est de se dire, ben, est-ce qu'on pourrait combiner ces deux mondes-là, en fait? Un monde qui fait du cash, qui a de la valeur, et un monde qui nous amuse et où on aime ce qu'on fait. Cette réalisation-là, en fait, ben, elle est arrivée durant une soirée bien arrosée où je rencontre Vincent, mon associé de Spectrum, donc j'arrive à Spectrum, qui était un ancien employé de la première boîte. Et on se dit, ah, D'accord. c'était incroyable, c'est trop cool chez BX, donc la première boîte. On se disait qu'on était 20, qu'on était petit, on faisait de la qualité, tout le monde se connaissait, on se faisait des méga cuites, tu vois, party hard puis work hard, on était vraiment à fond. Et puis on s'est dit, bah, tu sais quoi, bien arrosé, il est 2 heures du matin, on fait un truc, on fait comme ça, puis on arrête à 20 employés. Donc, bon, quelques mois plus tard, en fait, le lendemain, on se reparle, on dit, eh, on était sérieux là, non? Ouais, ouais, on est sérieux. Et donc, bref, quelques mois plus tard, fermé la boîte, la start-up qui perdait de l'argent, mais qui m'amusait, vendu la boîte de consulting bah, voilà, que j'aimais pas en fait. Euh, et puis, on a lancé Spectrum sur quelques principes simples, en fait. Le premier, c'est qu'on arrêtait à 20 employés, ce qu'on a atteint au bout de 2 3 ans. C'est pas une grande boîte. Encore aujourd'hui, on est une vingtaine. Et le deuxième principe, c'est on part des produits. Parce que dans le monde donc, c'est une boîte de développement. Hein, donc, on fait des Mm. applications mobiles, des applications web surtout, le corps de métier. Et puis, on s'est dit, mais dans ce monde-là, en fait, il y a beaucoup de chamanisme où on conseille des choses parce qu'on a lu sur un article ou sur Reddit ou sur Stack Overflow. Mais la réalité, c'est qu'il faut faire nos propres produits. Et la deuxième chose, c'est que sur un principe entreprise et croissance, il faut développer des produits plutôt que du service parce que ça reste qu'en service, ben, la croissance, elle est assez linéaire versus un produit, on peut faire quelque chose de beaucoup plus intéressant. Et donc, en fait, on est parti sur ce principe-là et on s'est mis à attirer des développeurs qui, on disait, étaient des entrepreneurs ratés. Donc, en fait, c'était des entrepreneurs, ben, comme ce que j'avais fait au niveau de la startup, donc des devs qui avaient essayé de lancer un truc qui n'a pas marché, mais qui voulaient lancer des nouveaux produits. Et donc, l'idée dans Spectrum, c'est que les employés sont encouragés à quitter leur emploi et on développe des produits à chaque année et on les lance, on les commercialise dans une entreprise à part, dans laquelle les employés sont aussi associés et actionnaires dans cette boîte-là et ils ont pas besoin de prendre de risques au niveau salaire. Et puis là, je fais un peu vite, c'est aussi sur Mm. donc Spectrum, ça fait 15 ans. On était déjà sur le principe du 4 jours semaine aussi. Donc, en fait, ça fait 15 ans que Spectrum, on est sur le 4 jours semaine. Et puis l'idée de cette cinquième journée, c'était un peu cette portion innovation, développement de produits. Et quand on avait un MVP, en fait, la personne a été libérée pour travailler sur ce projet-là à travers l'année. On a fait un premier projet qui était OK, le deuxième un peu meilleur, troisième, quatrième. Et puis en fait, ça a commencé à bien fonctionner. Donc on a commencé à avoir des produits qui fonctionnaient assez bien, qui commençaient à faire les journaux, on avait pas mal de traction et tout. Le tout avec un financement interne, donc c'est Spectrum qui finançait tout, aucun investisseur externe encore aujourd'hui.
Et en fait, au bout de quelques années, on a commencé à avoir pas mal de succès. On a commencé à avoir des gens externes, donc pas des employés de Spectrum, qui venaient nous voir et qui disaient, ben, je suis pas employé, mais j'ai une idée. Est-ce que vous pouvez m'aider à développer, commercialiser? D'accord. Hmm. Donc, on s'est dit, ouais, pourquoi pas. Donc, on est un peu par accident devenu un incubateur qui, à un moment donné, a pris assez d'envergure qu'on a dû séparer ça de Spectrum. Donc, on a séparé l'incubateur qui s'appelle Apollo 13 d'ailleurs, et qui est complètement à part, en fait, qui a des employés à part entière tout seul. On a des conseillers externes qui sont dedans et tout. Et D'accord. l'idée, c'est de faire de l'accompagnement, mais dans le même mode que nous on a, que nous on dit, qu'on appelle de l'entrepreneur responsable, avec pas d'investisseurs principalement, une croissance lente et organique, avec des produits à valeur ajoutée et de la transparence. Donc, au niveau des valeurs de base, en fait, donc avec le parcours que je viens de dire, Spectrum, c'était une réaction à la croissance rapide, aux investisseurs, au fait que je détestais ma journée à tous les jours. Et en fait, donc, on est vraiment dans une dynamique complètement à part depuis 15 ans. Donc, 4 jours semaine, transparence totale, les états financiers de la boîte sont déployés à tout le monde. Tout le monde est au courant de tout. Quand un client nous appelle, on en parle d'abord à l'équipe pour voir si quelqu'un a envie de travailler sur ce projet-là. S'il n'y a personne qui a envie, on dit non. S'il y a quelqu'un qui a envie, il est impliqué dès le processus de discussion avant même le closing de la vente. On n'a pas de couche de gestion, c'est vraiment des développeurs qui décident de travailler sur le projet, qui parlent directement au client. Et puis voilà, et puis là, ça fait 15 ans, on est toujours une vingtaine. Maintenant, je suis plus au Québec depuis 4 ans, non pas pour des D'accord. raisons fiscales, mais principalement pour des raisons familiales. J'habite en Faut le Suisse préciser. Faut avec le ma famille. préciser. Ouais, c'est pas à négliger, mais ce n'est Oui, que ça, oui, il faut, ouais, mais il raison faut le initiale. préciser parce que. Et donc voilà, donc j'habite en Suisse depuis 4 ans. J'ai fait la rencontre d'une personne incroyable qui était passionnée par ce qu'on faisait chez Spectrum et qui a décidé qu'il voulait ouvrir un Spectrum. Donc en fait, on a ouvert la boîte. Donc aussi, on est 5 employés en Suisse. On avait le choix, soit dit en passant, d'ouvrir simplement un bureau de vente. C'est beaucoup plus intéressant de produire Mhm. au Québec quand tu charges en Suisse. On a fait D'accord. volontairement Oui. ce choix humain de ne pas le faire et c'était vraiment de Mhm. monter une équipe ici avec une structure de coût qui est propre à ici et qui est des clients propres à ici. En fait, voilà, ça fait 2 ans maintenant que la boîte existe. Et le trou entre les 4 ans que je suis ici et 2 ans, c'est que techniquement, j'avais pris ma retraite. Ça faisait longtemps que je disais que je prenais ma retraite à 40 ans, ce que j'ai réussi à faire, mais qui m'allait vraiment, vraiment pas bien. Et donc, entre 38 et 40 ans, c'est 2 ans où j'ai vraiment rien foutu à part faire un peu de parapente, faire ma licence, du vélo. Mais tu te rends compte qu'à 38 ans, quand toi, tu n'as rien à faire, les autres, ils ont du boulot. Donc, socialement, c'est un peu emmerdant. Et puis, intellectuellement, c'est hyper ennuyeux. Donc, à un moment donné, il fallait faire quelque chose. Et puis, de fil en aiguille, en fait, aujourd'hui, Apollo 13 aussi s'est développé en Suisse. Et en fait, pour donner un topo, aujourd'hui, on est actionnaire aussi dans 3 boîtes différentes qui sont en Suisse et 8 boîtes au Québec. Ce que j'ai pas dit aussi, c'est qu'il y a 6 ans, on a aussi acheté un immeuble au centre-ville de Québec dans lequel on a aménagé Spectrum et les différentes startups avec les employés, avec les gens externes. Donc, on a 2 immeubles en fait maintenant qui sont connectés parce qu'il n'y avait plus de place dans le premier. Et puis, on a à peu près, je dirais, peut-être 100, 150 personnes qui gravitent dans ces milieux-là. En général, ce n'est pas un coworking ouvert, c'est vraiment plus des gens avec qui on a un lien soit d'accompagnement, soit d'investissement, soit de partenaire, etc. Donc, ça donne un petit peu le topo de Spectrum, qui est toujours aujourd'hui une vingtaine Mhm. d'employés et qu'on pourra élaborer un peu plus et qui finance un peu l'ensemble de cet écosystème-là, mais de manière hyper lente et hyper organique. Donc, voilà, ma réponse un peu longue et très compacte Ouais, top. de ta question Top. qu'on pourra approfondir sur les Oui, éléments oui, oui. spécifiques. Ouais, j'ai pris deux, trois notes voilà, parce qu'il y a plein de petites choses enfin, plein de petites choses à relever et à échanger. Je trouve que c'est hyper intéressant parce qu'en plus, tu as cette connaissance un peu du milieu de la tech au Québec, en Suisse, Mhm. un petit peu en France quand même ou pas Un petit peu, ouais. trop. En fait, ouais, pour tout dire, Ouais, on a même évalué très, très fortement il y a 8 ans, ouais, 8 ans, on avait très fortement évalué d'ouvrir un bureau de Spectrum à Nantes, en fait. Et d'accord. puis, ouais, ça s'est pas fait pour un paquet de raisons, mais je pense aussi que le contexte économique pour nous d'ouvrir en France n'était pas le bon. Ouais, bref, on pourra en parler un peu plus en Oui, oui. profondeur, mais ça s'est pas fait. Euh,
en gros, notre ADN repose beaucoup, beaucoup, beaucoup sur des gens. Et puis, ben, on n'avait pas cette personne-là, en fait, je dirais, qui était un match complet. La Suisse existe parce que moi, je me suis retrouvé là, en gros. Hmm. Mais je pense d'essayer de faire cette croissance un peu internationale en faisant juste du offloading, en disant, ouais, ben, tu t'occupes, tu fais de la vente, embaucher juste un vendeur, ça collait. Financièrement, ça aurait pu être intéressant, mais au niveau de l'ADN, en fait, de ce qu'on voulait faire, ça ne collait pas du tout, du tout, du Hmm. tout. Ouais, non, non, mais je comprends et je te rejoins un petit peu aussi sur ce côté. Alors, moi, nous, on se développe plutôt sur le territoire français, mais c'est pareil, en se développant sur le territoire français, tu t'essayes de prendre l'ADN d'un territoire. Et même en France, enfin, les territoires sont différents et tu les Exactement, approches c'est pas de vrai. la même façon. Même en Rhône-Alpes, tu n'approches pas Annecy de la même manière que Lyon C'est ou clair. que Saint-Étienne. Voilà, donc forcément, à l'échelle d'un pays, bah, je pense que tu bosses pas de la même façon au Québec qu'en Suisse, t'as pas la même approche, je Ah, suppose. pas du tout. Ouais. Alors, ouais, pas du tout. Alors, c'est vraiment intéressant comme commentaire. En fait, on se l'était fait dire par des clients en France avant de même ouvrir en Suisse, et on se le fait encore dire en Suisse. En fait, parce qu'on est canadien, je dirais, les Français ou les Suisses vont nous autoriser des comportements qui n'auraient pas autorisé à des Français ou à des Suisses. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, mais souvent Ouais, cette ouais. approche-là qui est peut-être euh, moins habile qu'un Français ferait, provenant d'un Canadien nord-américain un peu plus tranchant, un peu plus direct, un peu plus Mhm. transactionnel, un peu moins diplomate, juste par le tutoiement, juste par... Ben, en fait, on dirait que c'est comme si ça coupait des raccourcis. Donc, en fait, ça sert, mais des fois, ça joue des tours. Mais effectivement, il y a une portion culturelle locale qui est hyper importante. D'ailleurs, c'est pour ça, comme je disais, l'équipe ici, elle est 100% suisse, elle est 100% du Valais, Mhm. même de la région où on est. Et puis, je pense que c'est important, en fait, quand on veut créer une boîte qui est bien ancrée dans son milieu, d'avoir ça. La deuxième chose que je rajouterais, que j'ai peut-être pas mentionné, c'est qu'en fait, la particularité de la spécialité aussi de Spectrum, c'est vraiment des projets de dev, on va dire, en un an et plus, en fait. Donc, il n'y a pas de projet qu'on va faire juste de 2 3 mois. On fait des sites web, c'est à peu près peut-être un 5 à 10% du chiffre d'affaires, et on en fait souvent parce que c'est la vitrine de la app qu'on fait. C'est plutôt rare, vraiment hyper rare qu'on va faire juste un site, parce que de toute façon, on n'est pas compétitif ni sur les prix, ni là-dessus. Et puis, en fait, ce que j'ai pas dit aussi, c'est qu'en ayant nos propres produits qu'on a commercialisés, ben, on a aussi développé un service de marketing digital, mais qui est hyper data, en fait, donc qui est zéro création boîte de com, qui est plus basé sur du data, des opportunités, sur les volumes de recherche et qu'on met là-dessus. Et puis, l'ensemble de ces clients et types de projets qu'on fait, je dirais que typiquement, c'est la moyenne entreprise. La moyenne à grande entreprise, on a quelques grandes entreprises, mais il n'y en a pas beaucoup. Puis en fait, ça se fonde beaucoup sur de la relation. On ne fait Mhm. pas de contrat avec nos clients parce que ben, on s'en fout. On pense pas qu'un client devrait être obligé de travailler avec nous parce qu'il a signé un contrat et vice-versa. Je voudrais pas, moi, être obligé de travailler avec un client qui potentiellement pourrait me faire chier, puis d'avoir un contrat, d'être obligé de travailler avec. Donc, on essaye de Mhm. garder un peu je fais souvent l'analogie dans une relation amicale ou amoureuse, c'est de vouloir dire, ben, on n'est pas obligé d'être en couple, on n'est pas obligé de bosser ensemble, en fait. On va s'entendre sur des principes, et après, on va les valider en travaillant ensemble. Si on est sur la même page, si on est aligné, puis ça va bien, mais que le client trouve que la prestation qu'on lui fait versus ce qu'il nous paye, on a de la valeur, ben on veut qu'il reste avec nous, mais s'il n'est pas content, on est prêt à se barrer, puis on passe à autre chose. On n'est pas obligé, entre guillemets, je ne sais pas si je peux dire des gros mots sur ton podcast, mais on n'est pas obligé de se chier dessus pendant un moment et de se sentir dans l'obligation de travailler ensemble parce qu'il y a un Mhm. contrat. On peut prendre ce choix-là. Et cette dynamique-là de fonctionnement, eh ben, en fait, elle repose beaucoup sur des humains, en fait. Et donc, Mhm. d'essayer de faire une succursale qui est simplement de la vente et tout, ça ne colle pas du tout à ce discours, à cette dynamique et tout. Donc, pour nous, ça fait pas de sens de juste ouvrir un bureau si on n'a pas personne de l'ADN de Spectrum qui est sur place. Donc, Ouais, non, c'est non, pour mais ça, ce choix-là, en fait. Ouais. ça s'entend complètement et je te rejoins. Après, c'est vrai que cette philosophie-là de pas de contrat, moi, je la trouve assez intéressante parce que ça va rassurer d'une part le client, à se dire, bah, Mhm. si ça marche pas, bah, je peux partir. Je peux partir
tout le monde a intérêt à ce que ça marche dans ces projets-là. Parce que, comme tu l'as dit, Exactement, en fait, ouais. c'est des projets de 1 an et plus. C'est des gros projets. Si au bout d'un an, tu dis, bah, on arrête, ça va pas ou quoi que ce soit, bon, déjà, je pense qu'il aurait fallu se rendre compte avant, mais ça, c'est Ouais. mon avis. C'est mon avis. Mais au moins, le client, il est rassuré. Il se dit, bah, j'ai pas de contrat, il prend un risque quand même. En fait, c'est dans les Et deux sens. Il peut être rassuré comme il pourrait être inquiet, hein. Honnêtement, on en a oui, entendu les deux. Puis pour tout dire, honnêtement, il y a des clients qui disent, ouais, je veux quand même un contrat. Moi, mon conseil, il y a besoin que je mette ça. Il n'y a pas de souci, on en fait un. Mais ce qu'on fait, c'est qu'on s'assure dans ces contrats-là d'avoir toujours ces clauses de sortie très libres, très ouvertes, en fait. On va dire, mm, OK, écoute, si on n'est pas content, je te fais encore une itération, je m'assure d'une transition et je dégage, et puis ça s'arrête là. Donc c'est pour ça aussi qu'on travaille toujours à l'heure. C'est pas c'est pas des forfaits qu'on va faire. On essaye d'aller chercher les plus petits budgets avec les plus petits projets avec la plus grande valeur ajoutée. Et puis on essaie d'en en faire tout plein, tout plein, tout ouais, plein. Donc, mm, après, ça reste, c'est l'ADN même de la ouais, philosophie Lean, Agile, etc. Puis on essaie de le ramener vraiment au niveau contractuel, on va dire, au niveau du projet. Donc, je donne un exemple, mettons, qu'on voit souvent. Il y a des clients qui vont nous arriver avec des projets gigantesques. Puis quand on regarde ça, on dit, OK, ben c'est un chantier sur 5 ans. C'est pas que de la tech, c'est un chantier de 5 ans, juste l'absorber à l'interne chez vous. Ce qu'on va faire, c'est on va couper dans le gras, en fait. On va enlever le max, le max, le max pour essayer d'arriver à cet essentiel. On va dire, écoute, nous, on va juste commencer là-dessus. C'est un projet qu'on en a pour justement 1 an. Puis après, on réévalue le reste, on réanalyse l'autre, on travaille sur l'autre. Parce que embarquer, puis ça a l'air un peu au niveau business, ça a l'air contre-intuitif parce qu'on se dit, mais t'es con parce que tu as une boîte, tu veux pas le plus gros mandat possible, mais en fait, la réponse c'est non en fait. Tu veux le plus petit projet que tu arrives à livrer et botter des culs. Et puis quand ça va bien marcher, ben, le client de toute façon il ne renue pas, il est content, donc il va juste continuer. Et c'est plutôt comme ça ouais, qu'il faut tout à fait. voir. C'est pas de le commettre sur 5 ans et de faire de la merde à travers les 5 ans. C'est plutôt Non, de non, prendre le plus c'est petit, clair. de faire du bon boulot et d'essayer de le répéter le plus possible. Mm. Donc voilà, Non, je non, pense mais que c'est une approche un peu différente. Ouais. enfin, je trouve que l'approche est plutôt bonne et je peux te faire un retour d'expérience d'un client. Je vais citer personne parce que je veux pas mettre là où il est parti sur un projet de développement d'une application, un projet qui est autour quand même de 200 000 euros. C'est pas, voilà, c'est pas un petit Ouais, projet non plus, hein. Ça fait, ça fait plus de 200 jours quand même de développement, largement plus de 200 jours parce que c'est pas, le taux journalier est pas à 1000 euros en France sur du dev. Et là, il est pieds et poings liés, quoi. Et c'est le projet, il avance pas, on s'en sort pas. Il y a eu des renégociations de contrats, même le prestataire n'arrive pas à s'en sortir. Le prestataire n'arrive pas à s'en sortir. Et en fait, même la dernière offre qu'il a fait, il a dit, bah écoutez, voilà, par rapport à ce qu'on s'est dit et tout, il reste 80 jours. Je vous le fais, je crois que c'était à 8 000 euros, donc 100 euros la journée. Donc ça veut dire qu'il le fait à prix coûtant. Allez, on y va, il faut qu'on finisse. Et là, je trouve que ce côté-là alors, est peut-être un peu français, français ce côté-là, c'est qu'on est très contrat. ouais, On est aussi souvent sur des approches très en V. Donc, ouais. parce que là, pour l'instant, le projet peut pas être livré, il y a rien. Enfin, Bah, c'est c'est pas tout ou livrable. rien en fait. Ouais, ouais, ouais. Ouais, voilà, c'est tout ou rien. Tu arrives, tu refais la recette à la fin. Donc forcément, si la recette est faite à la fin, si c'est pas ce que tu avais vraiment prévu au début, que ça a été, enfin, on connaît tous, Ce qui est certainement voilà, pas ce que tu as prévu au début, de toute ouais, façon. voilà, voilà. Et donc il va falloir y revenir. Donc voilà, on repart sur des choses. Et c'est vrai que sûrement, comme ce que tu dis, toi, tout ce que tu vas livrer, c'est des mini-projets. Exactement. Donc, il y aura des fonctionnalités de livrer, utilisables, etc. Et puis, à chaque fois, il y a de la recette. Donc, Exactement. voilà. Mais ça, c'est ce que tu disais. Enfin, c'est de l'agilité, quoi. J'ai, C'est l'approche d'agilité. ouais, ouais. Puis, écoute, une question nous, un truc qu'on se fait souvent dire, surtout dans l'industrie. Ils disent, ouais, mais attends, les clients, ils acceptent de travailler à l'heure. Puis en fait, moi, j'ai tout le temps, le pitch, il est simple, en fait. C'est pas un pitch. En fait, je pose une question au client. Je dis, est-ce que tu penses que tu sais tout ce que tu veux? Puis s'il dit oui, en fait, c'est déjà faux. Tu comprends? Tu sais, en C'est fait, c'est vrai. simple. On n'a C'est pas vrai. besoin de débattre. C'est un projet de 1 an et plus. Ouais. Toi, tu penses qu'aujourd'hui, tu sais ce que tu veux dans 1 an, à peu près. Bon, ok, alors c'est bon. Moi, ce que je dis souvent, c'est on va monter le backlog. D'ailleurs, nous, nos préparations, nos évaluations de projet, en fait, parce qu'on en fait une, en fait, elle prend beaucoup trop d'efforts pour une boîte normale. La raison, elle est simple, parce que moi, il faut que je monte le backlog. Donc, on monte le backlog, en fait. Donc, on fait beaucoup de travail gratuit, en fait, en amont, qu'on fait, et puis on fait un backlog. Puis nous, on dit, écoute, nous, on travaille à l'heure. Mais en fait, si le backlog ne change pas, t'inquiète, on va respecter les budgets.
Parce que c'est logique. Mais la réponse, c'est on sait Oui. tout qui va changer le backlog. C'est sûr qu'il va changer. Et c'est sûr que dans la définition de chaque story, il y a des choses qui n'ont pas été mentionnées. C'est sûr. Et puis nous, on dit ça. Si ça ne change pas, t'inquiète, ça ne bougera pas, en fait. Mais Oui. je te dis que ça va changer. Et puis, en fait, la réalité, c'est que ça prend même pas une itération, ça a déjà changé. Et donc, en fait, c'est de partir de la prémisse qu'on ne sait pas exactement ce qu'on veut. En fait, si on part de cette prémisse-là, et c'est une prémisse d'expérience, hein, dans le sens que un client qui te dit, je sais ce que je veux pour un chantier qui va durer 1 an, 2 ans, 3 ans, aujourd'hui, ben c'est manque d'expérience, naïveté et recette des fiascos, en fait. C'est pas compliqué. Donc, Oui, en tout fait, à il n'y a fait. pas de vente à faire. Si on part de la prémisse, ça va changer. Par contre, alors, le revers de la médaille, en fait, pour que ça fonctionne, nous, on a notre backlog, il est public, hein. Donc, le client a accès au backlog, les devs ont accès au backlog. Tout ce qui est ajouté est marqué automatiquement comme étant des nouveaux items et on sort des graphiques des items ajoutés et la vélocité actuelle. Ce que j'ai pas dit aussi, que je t'ai mentionné lorsqu'on on en a parlé un peu avant, dans nos évaluations de projet, donc nous, on monte le backlog et on met ce qu'on appelle le facteur de tétage. Au Québec, tétage, c'est quand on va cesser sur quelque chose. Traduction française. C'est pareil en France, c'est bon. Ouais, ok, bon, ben, Ah voilà. oui, enfin, c'est peut-être pas de tétage, mais bon, on comprend. Voilà, Enfin, on se comprend. tu têtes, mais c'est bon, il n'y a pas de Voilà. souci. Et puis, en fait, donc, on va l'appeler le facteur de pinaillage. Et puis, en fait, le facteur de pinaillage, c'est le ratio entre, en fait, l'heure idéale évaluée versus l'heure réelle que ça prend, ou en fait, la journée idéale. Et puis, en fait, ce qu'on fait, c'est que, pour que ce soit un peu clair, disons, on va parler de journée idéale. Donc, on va dire une journée idéale, c'est 8 heures. Donc, quand j'évalue quelque chose, je dis que c'est une journée idéale. Et puis, en fait, nous, ce ratio-là, on le met dans nos évaluations qu'on remet au client. Puis, un client, par exemple, qui sait vraiment ce qu'il veut, qui est vraiment hyper actif, quand on définit nos stories, il est là, il sait exactement c'est quoi ses critères, ses exceptions et tout, ben, peut-être qu'il va aller vers une journée idéale à 6 heures. Parce qu'en fait, sa définition, elle est tellement nickel au niveau du story que quand le dev le fait et qu'on le livre, il l'approuve direct. Le feedback loop, il est tellement court que finalement, on s'en rapproche. S'il est normal, c'est 8 heures d'une journée. Par contre, souvent, quand on parle avec les clients, puis qu'on voit un peu que ça part dans tous les sens, ce qui peut être normal, hein, c'est pas une critique du tout, je vais y revenir après, ben en fait, on va peut-être dire, OK, écoute, toi, ta journée idéale comme client, en fait, elle est plutôt à 10. Ton facteur de pinaillage, il est plutôt à 10 ou à 12 ou même à 15, en disant, écoute, ce qui nous prendrait une journée, c'était bien défini. Dans ton cas à toi, va prendre 12 heures au lieu de 8 heures. Et puis en fait, ce qu'on fait, c'est que ce facteur-là, on met à jour à chaque itération. Donc nous, on facture à chaque itération. On remet à jour ce facteur-là par rapport à la réalité en disant, regarde, pour accepter le done-done que tu nous as donné, ça a pris finalement 7 heures, 10 heures, etc. Et on réajuste ce facteur-là et on réajuste le budget en disant, écoute, moi je te dis tout de suite, si on continue comme ça, donc normalement on attend 3-4 premières itérations pour avoir au moins un semblant de vitesse de croisière, on va dire, écoute, ton facteur de pinaillage, il est à ce niveau-là. Si tu veux que ça te coûte moins cher, parce que mettons que c'est un enjeu, ben, tu t'assures que ce facteur de pinaillage il est plus bas, donc tu t'accordes un peu plus, tu libères tes employés ou toi pour mieux définir tes critères d'acceptation, pour arriver à diminuer ce facteur-là. Et en fait, tu l'as en real time. Donc, dans le backlog, ben, tu as le facteur, tu as la date, et tout est calculé automatiquement. C'est pas compliqué, c'est une règle de 3. J'ai 4000 heures à livrer, puis ton heure idéale, elle prend 12 au lieu de 8, ben, ça vient de te coûter 40% plus. C'est assez simple, en fait. C'est hyper simple. Et au pire des cas, on se trompe, et tant mieux si on est en dessous. Mais on va y aller Oui, toujours dans le scénario le pire. Et donc, ce qu'on dit, c'est tu peux ne pas savoir ce que tu veux, il n'y a pas de souci, mais il faut être conscient que ça va coûter plus cher. Tu sais, tu peux être difficile, tu peux être chiant, il faut juste avoir les moyens d'être chiant. Mais tu peux pas être chiant et dire que tu veux rester à ta journée idéale à 6 heures, ça marche pas. Et donc, en fait, en faisant cette transparence-là, en facturant aux itérations, en s'assurant qu'il y a des tests unitaires automatisés qui sont livrés à chaque sprint, etc., le non-contrat que je parlais, il fait du sens. Parce que finalement, le client, quand tu tires le contrat, tu ne le laisses pas dans la merde. Tu lui donnes du code testé qui fonctionne pour la valeur qu'il a acceptée. Il a la valeur, on va dire, un pour un de ce qu'il a payé ouais. pour. Et puis après, il fait ce qu'il veut avec. Il fait Mm. littéralement ce qu'il veut avec. Mais il faut au moins avoir cette valeur-là. Travailler en mode forfaitaire en disant tu peux te barrer quand tu veux, ne pas faire des tests unitaires, là, c'est un coup d'arnaque. Parce qu'en fait, je vais te donner le code qui marche pas, qui est pas testé, Ouais, je sais ouais, pas ce qu'il c'est clair. vaut. Ah, mais tu m'as payé les heures, c'est bon. Là c'est le Mm. prestataire qui tire la couverture de son bord. Moi, je pense, pour que tout ça soit cohérent, il faut avoir les bonnes pratiques, il faut que la livraison de ce qu'on fait elle soit réellement utilisable en production, soit réellement acceptée et été validée. Et d'où l'importance, en fait, on va dire, de la pratique agile, la bonne pratique agile, et non pas juste faire des scrums et penser qu'on est agile, et de mettre en place pour que le livrable pour lequel le client a payé, ben, finalement, il y ait la valeur versus, en fait, les prestations qu'il a payées pour, en fait. Donc,
il y a une forme de cohérence qui va dans les deux sens. C'est pas juste la partie, voilà, ouais, on est amis, puis je te facture à l'heure, puis ça va aller, tu vois. Ouais. Et justement, là, je vais rebondir sur cette partie backlog. Donc, juste pour repréciser Ouais, un petit peu pour tout le monde, parce que bon, c'est du langage agile. On va dire, c'est une liste de toutes les fonctionnalités, tâches, etc., qu'il a besoin, enfin, que ton client a besoin dans son outil. Donc, comme tu le dis, qui va vivre au fur et à mesure. Donc, dans chaque sprint, dans chaque moment d'itération, vous allez valider un certain nombre de stories, donc de mhm, tâches à réaliser, de développement à réaliser. Donc après, suivant vous avez estimé en termes de charge, etc., et qui va la rentrer dans velocité, le... ouais. Voilà, donc, et moi, par rapport à ça, justement, donc ça, c'était juste pour repréciser à tout le monde, à tous les auditeurs qui comprennent bien. Moi, c'est surtout par rapport à ça, c'est que j'ai souvent eu des échanges avec des agences de développement, des agences web, qui sont en agilité, à leur dire, et tu l'as bien dit aussi, c'est que euh, au début, quand vous étudiez le besoin de vos clients, vous allez noter toutes ces fonctionnalités qu'il a besoin. Alors, en story, en disant, voilà, qu'est-ce que tu veux faire, enfin, comment tu veux travailler, etc., etc. Et pour moi, enfin, tu l'as dit, vous, c'est gratuit. Mais pour moi, Ouais, c'est un vrai travail de cahier des c'est charges clair. parce que ça a une valeur qui est forte. Alors, t'as Et je trouve que entièrement c'est raison. presque, ouais, enfin, peut-être tu as une réponse et j'ai toujours des échanges, moi, avec des gens parce que le gars, tu as fini ton travail, il peut dire, oh non, mais finalement, c'est bon, c'est fini. Mais par contre, il a un truc qui vaut une fortune, une Clair. fortune. Écoute, t'as entièrement raison. Puis en fait, je t'explique pourquoi nous on le fait gratuitement, mais t'as entièrement Mmh, raison. On le fait gratuitement parce que notre métier, c'est quoi? C'est du dev. C'est pas du diagnostic, c'est pas, tu sais, on va pas venir cartographier ton écosystème technologique et te dire que ça prend un CRM là. On va le faire par la bande parce qu'on tombe dessus. Mais on n'a pas un métier de conseil. Puis en fait, ça arrive souvent qu'on va recommander vraiment des gens qui vont dire, écoute, là, ta transformation globale que tu me parles, mmh, ça, on peut t'aider, mais c'est pas notre métier. Nous, on pense que tu devrais récemment, donc je donne un exemple, ben, en Suisse, on est en train de travailler avec une boîte incroyable qui est familiale, donc voilà, avec tout l'historique des générations qui reprend, un leader dans son industrie en Suisse. Euh, et puis en fait, on a recommandé d'embaucher un lead de transfo interne en fait, parce qu'il y a tellement, en fait, on aurait pu être, on va dire, un peu plus opportuniste en disant, ah mais tu sais quoi, on va gérer ça, je vais te placer un PO, on va facturer. On aurait pu, ouais, mais ce ouais, n'est pas un ouais. métier que nous on veut faire. Et puis en fait, il y a un conflit d'intérêts en fait. On peut pas dire, ah ouais, mais en fait, je vais te dire ce que ça te prend, puis après ça, je vais te le faire. Il y a une Mmh. forme un peu d'incohérence entre les Ah, deux. Donc mais, en fait, ouais, ouais. nous on a dit, écoute, ça te prend un PO interne, et on va même passer l'entrevue, parce qu'en fait, c'était vraiment le premier rôle vraiment critique de direction au niveau du digital pour la boîte. On l'a accompagné dans le processus d'entrevue, on a validé les gens avec, et en fait, c'est quelqu'un avec qui on travaille aujourd'hui et que ça va hyper bien. Mais je pense que ce métier d'analyse, en fait, oui, il a beaucoup de valeur. Nous, on le fait par, on va dire, obligation. En fait, c'est que si je veux pas bullshit, j'ai pas le choix de le faire. Donc, en fait, j'ai deux choix. C'est soit je dis au client, parfait, tu me payes, tu me payes pour que je te fasse l'évaluation de ton projet que je vais te faire. Ce que je trouve un peu, voilà, je trouve un peu absurde provenant de nous. Ou, tu sais quoi, moi, je vais prendre le temps. Et ceci étant dit, c'est la raison pour laquelle on est un peu chiant à choisir nos clients. C'est un peu pour ça aussi qu'avant d'avoir une soumission de Spectrum, ça prend du temps. En fait, on va faire une première rencontre, puis moi je dis toujours l'objectif c'est de savoir si j'ai envie de travailler avec toi et si tu as envie de travailler avec moi. C'est que ça. En fait, on va aller prendre un café, oui, on va parler du projet, mais grosso modo, c'est d'essayer de déceler un peu les valeurs de la personne. Comment ça va aller quand ça va aller mal. Parce que dans un projet, ça va aller mal. Il va y avoir de la tension, il y a des choses qu'on n'est pas d'accord, ça va arriver. C'est comme dans un couple. Ça va aller mal, c'est sûr. La question, c'est comment tu gères quand ça va mal. Parce que quand ça va bien, on s'en Oui. fout, tout le monde va bien. Tu sais, si ça va, si tu n'en entends pas parler, c'est bon. Et donc, en fait, l'idée, c'est plutôt de dire, est-ce que c'est quelqu'un que je me dis, la vibe, elle est bonne, les valeurs sont bonnes, les employés qui sont là, tu sais, est-ce que, exemple tout con, hein, on rencontre le directeur, est-ce que les prochaines rencontres, on commence à parler un peu plus technique, est-ce qu'il y a un membre de son équipe qui est là ou non, en fait, c'est lui seulement et puis son équipe, elle est même pas au courant de ce qu'il fait. Est-ce qu'il est conscient des challenges qui sont sur le terrain?
Est-ce qu'il oversimplifie quand on pose des questions? C'est toujours simple ou non? Effectivement, des fois, c'est un peu plus complexe. Puis ça nous donne des signaux sur le type de client avec qui on va travailler. Puis une fois qu'on a validé un peu ça, une fois que l'industrie fait du sens pour la team qu'on a, où les gens disent, ah ouais, j'ai vraiment envie de travailler là-dessus, ça m'intéresse. En fait, nous, même de notre côté, il y a des devs, des fois, qui sont impliqués à ce processus de vente-là, pour qu'eux, ils commencent à se teinter un peu. Quand on commence à dire, ouais, il y a des bonnes chances qu'on finalement, on aille de l'avant avec ce client-là, ben, le dev qui a décidé qu'il aimerait travailler sur ce projet-là et qu'on se dit, OK, toi, tu pourrais tomber dessus, il commence à être impliqué là. Donc, il commence à goûter aussi à cette relation humaine qu'il y a avec ce genre. Et puis, c'est à ce moment-là, en fait, on commence à monter le backlog. Donc, ce filtre, on le fait pour pas, en guillemets, se taper des évaluations, à faire des analyses gratuites tout le temps. Et je dirais honnêtement, quand on fait une analyse normalement, je dirais que relationnellement, on est dans une bonne posture pour avoir le mandat. En général, hein, c'est pas vrai pour tout, mais en général, on essaye de se dire, OK, là c'est sérieux, on a envie de travailler avec, il a envie de travailler avec nous, ça fait du sens pour nous, on fait le travail, on fait ce travail un peu gratuit. Et puis, dépendamment des mandats, des fois, voilà, en général, je dirais, mettons, pour les mandats significatifs, on passe peut-être 2 semaines à peu près, où là, on va aller sur place, on va faire l'analyse un peu de ce qu'ils font, comment ils fonctionnent, on va prendre des notes, on va faire des entrevues avec les différents utilisateurs, et on va monter en fait un document d'analyse complet, comme tu dis, qui mériterait vraiment d'être fait à la limite à l'interne ou par un consultant. Nous, je dirais que c'est pas vraiment arrivé, mais nous, ça serait le rêve, un jour arriver et dire, vous savez quoi, on a déjà le backlog de monter, Ouais. voilà, Mais ça serait après, rêve. sur mon métier, moi, de conseil, de consultant, de DSI externe, Ouais, enfin, on va le faire des fois ces choses-là. ouais, Mais des fois, on a des clients aussi on les sent aussi mûrs pour être dans l'agilité, parce que comme tu ouais, l'as dit, tout le monde n'est pas prêt à aller là-dedans. clair, clair, Tout le monde n'est pas prêt. Alors, il y en a qui se pensent prêts, mais tu te dis, si je vais avec lui, on va droit dans le mur, on va être toujours en train de négocier enfin, le bout de gras, enfin, la partie budget ou je ne sais quoi, enfin voilà, ou tu sais qu'il va jamais être disponible parce que déjà il t'a reculé 3 fois ton entretien exactement, ouais. pour le voir. Enfin voilà, il y a plein d'alertes Ouais. sur ces côtés-là. Donc nous on va le faire, mais au bout d'un moment aussi, il y a votre expertise aussi d'amener ces projets agiles. Ouais. Moi, je vais être capable plutôt de suivre derrière des projets agiles, mais enfin, c'est sûr que nos deux métiers peuvent se compléter. Bah, en fait, moi, je pense que Mais toi, tu ouais. serais notre rêve, Nicolas. Je ne veux pas t'envoyer trop de fleurs, mais honnêtement, si, mettons, tu fais une analyse sur une transfo et que tu arrives et tu dis, bon, voilà, les gars, voilà votre écosystème, on devrait se placer là, puis il y a du développement à faire là. On va faire appel à des prestataires, on les rencontre, on regarde qui on travaille, et que nous, on se retrouve dans une situation où tout ça est déjà fait, puis qu'il reste Ouais, simplement à décliner le backlog des fonctionnalités qu'on a identifiées. Franchement, ça serait. En tout cas, moi, je parle de ma posture à moi, ça serait le rêve, en fait. oui, mais après, c'est des postures qui sont complémentaires, hein, Voilà, de toute façon, c'est clair. Après, tout va dépendre du client. C'est toujours ça. Tout clair, va clair. dépendre des personnes que tu as en face. Moi, j'ai eu des projets agiles qui ont complètement capoté parce que les gens étaient pas prêts, parce que aussi ils étaient pas mûrs, parce que aussi, c'était pas que c'était pas cadré, loin de là, c'était très cadré, mais c'est compliqué parce que c'est ce que tu dis, c'est qu'à un moment, quand tu pars dans ces projets agiles, c'est pas que tu sais pas où tu vas, tu le sais un petit peu, tu sais, enfin le client il sait, mais euh, je me rappelle plus, je crois que la stat sur des projets plutôt en cycle traditionnel, il y a presque 80% des fonctionnalités qui sont jamais utilisées. En agilité, l'idée c'est, bah, L'inverse. écoutez, ça, ouais, c'est l'inverse, et d'autant plus que c'est bon, ça, on sait pas trop comment on va l'utiliser. Bah, ok, on va y passer peut-être moins de temps, on va vous proposer quelque chose et vous nous direz. Et puis voilà, si on a besoin de la faire évoluer, parce que finalement vous vous dites c'est bon, c'est utilisé, bah, vous allez la faire évoluer. C'est l'avantage de l'agilité. Euh, et c'est plus aussi ce que je voulais en venir, c'était toi par rapport à tes clients. Quand tu es dans des moments un peu de friction dans les projets, etc., comment tu pilotes ça? Parce qu'il y a différents sujets. Il y a la notion de délai, je suppose, parce qu'il Mhm. y a des délais des fois à tenir, la notion de budget, peut-être la notion de qualité. Ouais. Je vois peut-être qu'il y a d'autres choses, peut-être de fonctionnalité aussi, de dire bah C'est les ça mêmes on problématiques, ferait. hein. Agile, pas agile, dans un contexte d'un développement, c'est toujours les mêmes, hein. C'est une question de cash, une question de temps, une question de contenu. Tu sais, bon, Oui, c'est voilà. pas lié, hein. C'est soit le contenu ne Et correspond pas, hein, soit le budget correspond pas, soit les délais ne correspondent pas. Puis, en fait, ce qu'on essaye de faire, puis je vais revenir sur comment on les adresse, hein, peut-être oui, individuellement, en tout cas, à mon meilleur, mais ce que je dirais, en fait, ce qu'on essaye de faire, moi j'appelle ça du management par exception. En fait, l'idée, c'est de tout mettre en place
de manière à ce que tout soit visible à 100%. Si tout est visible à tout le monde, il n'y a pas de surprise. Les problèmes, mon interprétation personnelle, hein, mais les problèmes apparaissent quand on n'a pas la même vision, on ne voit pas la même chose. Ça veut dire que tu as un gestionnaire de projet qui te fait des rapports. Bah, il y a déjà une rupture au niveau de la communication. Parce que si un dev ou une équipe de dev donne un feedback à un gestionnaire, qui lui remet ça sur un document Word, qui lui envoie ça au client, qui lui renvoie ça à son superviseur, il y a déjà 4 points de Oui, transformation qui c'est ont eu clair. lieu. Ça ne fait Mm. pas de sens. Donc en fait, comment est-ce qu'on fait pour s'en rapprocher? Donc la blague que je fais tout le temps, c'est ben, idéalement, les clients, ils seraient chez nous au bureau, assis derrière l'équipe de dev, et puis ils font leur truc. Et puis le dev, quand il a une question, il tourne la chaise, il dit, hé, ça, ce bouton, tu veux comment le faire? Comme ça ou comme ça? On est d'accord, c'est pas réaliste, c'est zéro Ouais. opérationnel, on pourra pas le faire. Alors comment on s'en rapproche au maximum en fait? Ben, on s'en rapproche au maximum en mettant à la disposition de tout le monde autour de l'équipe du projet l'ensemble de l'information sans aucun filtre. Ça veut dire sans aucune transformation. Ça veut dire Mm. quoi? Ça veut dire que le backlog est accessible à tout le monde et tout le monde peut ajouter des stories, tout le monde peut enlever des stories, tout le monde peut modifier des stories, tout le monde peut ajouter des commentaires, tout le monde peut faire ce qu'il veut dans le backlog. C'est notre carré de sable, c'est le carré de sable que tout le monde peut jouer dedans, sans aucune exception. Sans aucune exception. Si tout le monde a Et ça, même, est-ce que ouais, je te coupe, ouais, même vas-y. pendant l'itération qui est en cours, ou ça, celle-ci, elle est bloquée. Alors, dans les bonnes pratiques de l'agilité, on ne devrait pas y toucher, Ouais. effectivement. Ouais. Mais je parle de manière générale, en fait, disons que toi et moi, on commence un projet ensemble demain. En fait, tu auras un backlog, il sera tout flagué backlog initial. Donc, en fait, nous, on importe notre backlog initial et puis il est tout tagué. Donc, en fait, ça nous permet facilement de sortir. En fait, nous, on sort des rapports régulièrement où on va voir, ah, ça, c'est un story qui a été ajouté à telle date, à la 8e itération, qui n'était pas prévu à la fin. Donc, c'est facile de dire, écoute, voilà tout tes stories que tu n'avais pas prévu au début, voilà toutes tes stories que tu avais prévues. Ouais, ouais, c'est clair, c'est Et clair. puis des fois, quand il y a des duplicats, ben, on les fusionne, puis tu les vois dans les rapports. Ah ben en fait, on a libéré 8 heures du backlog initial, mais il a été remplacé par un 16 heures d'un story qui était défini différemment, ou par un story de 4 heures qui était à la moitié. Donc en fait, on essaye d'avoir un genre de timeline de l'évolution du backlog. Mais tout ça est visible à tout le monde. Donc en fait, parlons du délai. Ben, en fait, le délai, il est calculé par rapport à nos sprints. Donc en fait, c'est pas à moi de Mm. donner un délai. Le client, il veut savoir quand ça finit. Il va dans le tableau, il va voir, il reste 2000 points à livrer. Notre vélocité actuelle par itération est de 120. Ben, 2000 divisé par 2000. 120, voilà ma date, c'est fini. Et en fait, il n'a pas besoin de valider avec nous, sinon il fait l'autruche. S'il t'appelle puis il dit ouais, alors c'est quand tu penses? Mais attends, on va regarder ensemble. Moi. On va littéralement faire ça. On ouvre le truc, on dit voilà, mais tu peux te mettre, je sais pas, peut-être 2, 3 itérations si tu veux, on verra. Ou à la limite, si on va être vraiment précis, on va calculer la vélocité des ajouts de story. Donc on va prendre depuis le début du projet jusqu'à maintenant, c'est quoi le nombre de points qui a été ajouté en moyenne sur la durée qu'on a fait. Et on va reprendre cette croissance de backlog et on va la rajouter à la fin. Il y a un Mm. graphique qu'il faudrait que je retrouve, qu'on faisait beaucoup au début, qu'on fait moins maintenant parce que ouais, c'est juste que la culture, les connaissances agiles, je dirais aujourd'hui, sont beaucoup plus grandes en fait. Mais en fait, on avait le burn down chart, donc en fait, c'est le backlog complet qui descend selon ta Mm. vélocité par itération. Et puis en fait, donc normalement, ce qu'on fait en général, c'est qu'on dit la fin du projet, c'est la courbe qui passe par ces sommets-là et qui croise zéro, donc la consommation du backlog. La réalité, c'est qu'il y a une autre courbe qui est juste en dessous de ce graphique-là, qui sont les stories ajoutées. Donc c'est comme si tu remets Mm. aussi un story. Et en réalité, la vraie date de fin de projet, ben, c'est le croisement de ces deux courbes-là. Mais si tu ajoutes plus de stories que tu en consommes, en fait, ton projet va jamais finir. Donc il n'y a pas, Ouais. encore là, il n'y a pas de magie. C'est que tu vois que les deux courbes s'en vont en Mm. s'éloignant. Et donc, en fait, on essaye de trouver ce sweet spot-là. Et donc, pour le délai, en fait, l'idée, c'est de donner cette information-là et de regarder. Après, peut arriver un problème où là, le contenu est problématique en disant, là, j'ai une date, et puis je regarde dans mon backlog, j'y arrive pas. Je fais quoi? Bah, il n'y a pas de magie. C'est les trois piliers. Donc, en fait, on va s'asseoir, puis on va se dire, OK, ben, c'est quoi l'historique que ça prend pour cette date-là? Ben, c'est eux qu'on va focuser. On va essayer de les faire. Puis la réalité, c'est que c'est pas une bonne réponse à personne de dire ça, parce que peut-être qu'il y a besoin de tout, classique réponse de client. La réalité, c'est que plus tôt que je lui donne ce signal-là, plus tôt le client peut agir en conséquence. Et plus tôt le client peut agir en conséquence en nous disant, hey, on n'y arrive pas pour ce épique qui a été marqué là, on n'y arrive pas, qu'est-ce qu'on fait? Mais si j'ai 10 itérations, je peux réagir beaucoup mieux que s'il m'en restait 2 en fait. Donc, Mm. encore une fois, si je donne accès à l'ensemble de l'information qui va aider à la décision, à tout le monde, les solutions, on va les trouver tôt en fait.
Ouais. On veut pas s'en rendre compte. Et encore une fois, expérience personnelle, les problématiques, que ce soit de contenu de budget ou de délai, sont majoritairement parce que le client est informé beaucoup trop tard. Ou que l'équipe de développement, elle est informée trop tard. Tu sais, ah oui, on a oublié, ça prend tel module maintenant, et on a juste oublié de vous en parler en début de projet. Je pense simplement que plus on se donne ce tampon-là, plus on se donne ce délai de prise de décision, plus on est capable de mettre en place des décisions efficaces, des solutions efficaces pour essayer d'adresser ces points-là. Et Ouais, puis, ben, on les c'est adresse hyper ensemble. important. Ouais, Ouais, c'est hyper important ce que tu dis sur ce sujet-là et c'est ouais, de prévenir les gens beaucoup plus tôt. Donc il faut de l'anticipation. Souvent on en manque un peu, je trouve hein, par expérience. Et aussi c'est tout. Enfin, moi ce que je trouve intéressant dans tes projets, c'est aussi que tout le monde est impliqué dès le départ. Donc exactement. voilà. Et ça pour moi, ça c'est je pense que c'est un futur sujet hyper important. J'ai eu la chance hier de participer à une petite conférence là, sur le changement des métiers, des usages, etc. Enfin, comment les métiers changent actuellement, que tout doit être centré client. Mhm. Centré client, tu sais, avec l'arrivée des customer success, enfin Ouais, voilà, tu sais, ouais, tous ces nouveaux métiers, tous ces nouveaux métiers qui arrivent. Et je trouve que le métier dans l'agilité aussi devient de plus en plus, enfin, change. C'est que ce que tu me dis, enfin, t'es pas, vous parlez produit. Tu parles ouais, produit, voilà, avec ton ouais. client, tu lui parles de son produit. Et donc lui, ça va lui parler, et derrière, après, tu vas y amener bah, l'usage, des choses comme ça. Et il y avait une intervention assez pertinente d'un CTO, qui bah, justement a travaillé quelque temps avec Vincent, Mhm. Xavier, et qui disait que son métier était en train d'évoluer et que aussi, bah, voilà, il faut aussi casser un peu les lignes, ouais, casser un peu les lignes, enfin, que tout le monde un peu discute et que finalement, parce que on reproduit, enfin beaucoup d'agences reproduisent les schémas qu'on avait sur du cycle traditionnel. Yeah. C'est-à-dire, le client parle, enfin le prospect avant de signer parle à un commercial qui entend le besoin, le commercial, le chef de projet entend le besoin, le retraduit à ses développeurs, etc., Ouais, etc. Et on tout à arrive fait. à quelque chose. Enfin, je sais pas si tu avais vu l'image là, tu sais, de la Oui, avec la balançoire qui arrive. balançoire. Ouais. Ouais, voilà. Ça Et trahit mon âge, ça c'est aussi, hein. ouais. Donc, ouais. Donc voilà, quoi. Et ce côté-là, je trouve que dans l'agilité, des fois, on avait tendance un peu à y retomber. Ouais, Et effectivement. sur... Ben, ouais, en fait, après, voilà, moi, tu sais, j'ai parlé, moi, la communauté agile, en fait, c'était vraiment dans les débuts. En fait, c'était la première au Québec, celle qu'on a créée à Québec, en fait. C'était En quelle année? bonne question, ça doit être À peu 2000, près. ouais, ça doit être 2010, quelque chose comme ça. Ouais. Ouais. Donc, voilà, c'était assez récent. Et puis, en fait, moi, j'ai l'impression, puis là, on va rentrer vraiment dans un autre podcast, mais j'ai l'impression un peu le sexiness de l'agilité euh, s'est fait un peu pervertir par le corpo. Je sais pas comment dire plus justement, mais j'ai juste l'impression que en fait, je vais l'illustrer plus simplement. Aujourd'hui, l'entrepreneuriat subit un peu cette même transformation-là, en fait. Mm. On voit le sexiness de start-up et de l'entrepreneuriat. On voit qu'il se fait approprier un peu par du corpo qui sont plutôt old school, qui n'ont pas du tout cet esprit-là, qui n'ont pas du tout cette philosophie-là. Et puis on voit ce que ça fait. On voit qu'ils finissent, par exemple, par faire des acquisitions de boîtes incroyables et qui tuent en fait parce que ben, ils se font noyer là-dedans. Et puis j'ai l'impression en fait l'agilité à l'époque c'était un peu le même. Ce qui s'est passé dans les dernières années, c'est un peu ce même processus en fait. C'est sexy, c'est trendy, ça monte un peu, le grand groupe se dit, ouais, alors pour attirer des devs maintenant, parce que c'est hyper difficile d'en avoir, il faudrait qu'on dise qu'on soit agile. Bon, les gars, c'est quoi? C'est pas comme ça, hein, mais je caricaturise. C'est bon, qu'est-ce qu'il Ouais, faut mais faire bon. là? Ok, il faut faire des scrums. Ouais, les scrums, c'est cool. Ok, on fait des scrums. Bon, ok, les gars, par contre, ça nous prend des budgets qu'il faut qu'on approuve au comité. Donc là, on n'a pas le choix. Il faudrait que vous nous donniez un budget forfaitaire. Ça peut pas bouger. Et donc, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on prend un modèle et puis, en fait, on le rend non cohérent. On enlève des pièces, tu vois, puis on se dit, ah ouais, ok, en fait, ce qui reste, c'est l'agilité. Ouais, il y a deux, trois trucs qui ressemblent encore à ça, mais en fait, on a tellement décousu le truc. Puis c'est pour ça, mettons, tu sais, je t'ai parlé des tests unitaires un peu plus tôt. Je pense, par exemple, que c'est quelque chose d'intrinsèque à l'agilité, en fait. Tu peux pas aujourd'hui dire, ah, moi j'ai adopté l'agilité, mais oui, les tests unitaires, on va faire des formations l'année prochaine, puis on va les faire l'année prochaine. Ou je vais partir sur des systèmes qui sont
Ah, il n'y a pas Ouais. de déploiement automatique. Ah, parce que oui, parce que mon département de DBA, lui, il est pas prêt à faire des déploiements automatiques à cause des raisons de sécurité. Donc, les gars, on va faire de l'agilité, mais tu peux pas déployer quand tu veux. En fait, j'ai un délai de 3 mois avant de déployer ça. C'est une forme de cohérence, en fait, qui est globale. Puis, il faut Ouais. pas oublier que le background de l'agilité, en fait, il est 100% technique, hein. C'est pas du Mm. management. Ça a été, Scrum est venu manager, rendre sexy au management l'agilité, mais si on retourne au fondement, l'agilité, c'est des devs qui ont fait ça. C'est vraiment des gars de devs, c'est pas des directeurs de boîte. C'est vraiment des devs. Jeffrey, c'est encore un dev, c'est un dieu. Je veux dire, Ouais. c'est vraiment, c'est pas des managers. Donc, ils ont conçu un principe, en fait, qui est basé sur le fondement des pratiques de développement et qui ont essayé de rendre sexy avec le Scrum en le vendant au management, et ça a marché. Mais par contre, on est tombé, selon moi, un peu de l'autre côté de la barrière, où là, en fait, c'était tellement devenu un truc de management que la pratique fondamentale qui était la partie dev, on l'a comme un peu oublié. Tu sais, aujourd'hui, je serais curieux de faire un sondage au niveau des managers qui ont des équipes agiles, s'ils sont capables de nommer les bonnes pratiques de développement. Juste de les nommer, même s'ils ne savent pas c'est quoi. Tu sais, l'injection de Mm. dépendance, tu sais, juste, est-ce que tu entends ces mots-là? Est-ce que ton équipe t'en parle? Même si tu sais pas comment le faire, d'accord, mais Ouais, c'est est-ce que tu es ouais, c'est conscient? Et j'ai clair. l'impression que ça s'est effrité un peu là-dessus et ça s'est un peu détérioré. Parce que je pense que si on prend une pratique, il faut la prendre dans la globalité, en fait. Tu peux pas Mm. juste, c'est pas un buffet, tu sais, c'est pas, ouais, celle-là. Et puis, tu sais, quand je t'ai parlé un peu de mon expérience de 2 ans où j'étais consultant pour l'agilité, un des trucs qui me faisait royalement chier, c'était un peu ça. C'est que des fois, j'arrivais dans une situation d'équipe de développement, une trentaine de devs, puis je disais, parfait, on va faire ça. Puis en fait, je disais, ben, le problème, il est là, en fait. Voilà, c'est dans la définition des trucs, les budgets, etc. Ouais, alors écoute, ça, on peut pas dire comme ça parce que, en fait, ouais, non, non, on va changer un peu le truc. Mais qu'est-ce que tu changes? Ah, on va faire les scrums, mais on va pas faire les déploiements tout de suite. On va pas faire ci. Puis en fait, c'est que je trouvais que mon métier, mon sale boulot était devenu de permettre de justifier une implantation d'Agile, mais qu'il était sur le terrain que dalle, qui était juste d'apparence en fait. Et puis c'est un peu ce qui me décevait beaucoup, beaucoup, beaucoup dans cette dans mon travail à ce Mm. moment-là. C'est que j'avais l'impression que, tu sais, de manière vraiment genre naïve et passionnée, je disais, ah, j'ai trouvé le truc, il faut faire ça, voilà, on fragmente les équipes, on va, non, ton chargé de projet, il est nul, on va juste le mettre à côté. Ah non, 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 attends, on va le rendre en Scrum Master. Non, mais il a zéro le profil pour le faire. Tu peux, non, mais. Puis là, en fait, on raboute, puis on finit par avoir un genre de, ouais, un peu un truc médiocre parce qu'on essaye d'accommoder tout le monde, qui est pas hyper authentique. Puis on parlera probablement du futur des TI, mais je pense, tu vois, ce qu'on fait chez Spectrum, on a tellement une identité, un ADN fort, on pourra jamais être 150 comme je l'ai fait dans le passé. Parce qu'en fait, Ouais. Mm. à chaque ajout de personne, ben, c'est c'est un peu méchant et peut-être triste à dire, mais tu dilues un peu ton identité forte, en fait. Donc, le challenge, il est un peu ça. C'est comment tu as Mm. une équipe qui est capable de livrer des grands projets en leur gardant une identité hyper forte sans détériorer un peu cette qualité-là. Tu sais, quand tu es une petite équipe, tu te sens redevable à tes pairs, en fait. Tu ne veux pas échapper la balle. Tu sais, es 5 sur un projet, tu n'échappes pas à la balle. Tu es 35 sur un projet, Ouais. tu en garantis qu'il y en a, tu sais, il y en a 5, Ouais. en fait, tu pourrais travailler sans eux, tu vois. Et puis, c'est comme à Ouais, l'école, mais hein. ouais. À l'université, c'était Euh, ça, hein. Les travaux ah d'équipe, bah il y en oui, a c'était toujours. ça. Ouais, les diversités, enfin, l'école, c'était le pire, je crois, sur ces côtés-là. T'avais toujours un qui travaillait, les autres qui Ouais, regardaient, tu quoi. vois. Bon, on va pas dire où on était, nous, mais bon, j'étais pas tout le temps dans ceux qui travaillaient. Tout dépendait des projets, tu vois. Ouais. Voilà, ouais, tout Des fois, dépendait c'était des nous, hein, c'est projets. ça. Hein? Des fois, Ah bah c'était nous moi, qui ne faisions pas. moi, dès que c'était des projets dev, je laissais faire. Ouais, bon, tu vois. Je suis pas, voilà, je peux pas, enfin, j'y arrive pas, voilà, Moi, c'est une c'est. formation technique à la base. Peut-être ça teinte un peu mon discours, mais j'ai Bah non, non, travaillé. mais j'ai une formation de dev, hein. Enfin, Ok, moi, j'ai une d'accord. formation d'ingénieur dans l'informatique avec et du dev et plutôt le côté La partie hardware, maths. donc Ok. système, réseau, etc. Mais non, le dev, ouais, Pas ton truc. j'arrivais, enfin, Ouais, tu vois, j'arrive à lire un code, des choses comme ça, il n'y a pas de souci. Mais rester, non, je pouvais pas, quoi. Je c'est pas pouvais ton pas. truc, ouais, à Donc fond. après, Ouais, ouais. voilà, il y a tout un tas de métiers dans l'informatique, donc c'est là l'avantage. Euh, je voulais revenir sur un sujet, mais je m'en rappelle plus, donc c'est pas très grave. Euh, non, mais c'est vrai que, enfin, on en parle de cette agilité. C'est vrai que elle est arrivée. Enfin, tout le monde a voulu. C'est devenu un effet de mode, et ça, tu l'as D'accord. très bien dit.
Tu l'as très bien dit, mais je pense que voilà, il faut aussi vivre aussi avec le temps actuel, avec ce que je disais un peu tout à l'heure là sur le changement aussi métier, ouais. sur la vision centrée client, centrée produit et centrée client, qui pour moi est intéressante. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses à apprendre. Je pourrais échanger beaucoup avec des gens qui ont des agences et qui développent. Voilà, qui galèrent parce qu'ils n'arrivent pas, enfin leurs développeurs, ils n'arrivent pas à, à vraiment les associer dans les projets parce il y a cette notion de product owner là qui est au milieu, Ouais. enfin voilà, etc. Donc je pense qu'il y a quelque chose à revoir. Et puis oui, voilà, je savais où je voulais en venir. C'est aussi ce côté, ce que tu disais, c'est que le nombre enfin, vous êtes une petite vingtaine, c'est la limite que vous vous autorisez. Et tu as complètement raison. C'est en rajoutant quelqu'un, ça devient plus compliqué. Et peut-être qu'à un moment, qu'il va falloir que tu rajoutes aussi des Des managers couches de intermédiaires, je structure, sais. clair, Ouais, clair. Ouais. voilà, mais bon, ça, on pourrait en échanger très longtemps avec Cédric, je pense, Ouais, Watine, parce que ça, voilà, on fera il un a podcast aussi. à trois. Là, ça va Ouais, durer, voilà, ouais, là, c'est tu ça. seras à Ouais, 5 hein. épisodes, je pense. Bah là, on sera à 5 heures. On sera à 5 heures. Mais pourquoi pas, tiens, Ouais, pour parler de ces sujets-là, parce que c'est un vrai sujet à dans la fond. tech, hein. C'est un vrai sujet parce que, enfin, le besoin grandit, on est quand même pas à plaindre en termes de boulot. Ouais. On Ah a, non. enfin, voilà, on est plutôt au contraire en manque de compétences. Enfin, en France, c'est ça, en manque de talent, en pénurie complet. Bon, je parle de la partie informatique. Je Ah sais ouais, pas si au Québec, Suisse et Québec, Canada, c'est, c'est autant, hein, c'est ah ouais, incroyable. Ouais. ouais, donc voilà, donc et je pense que enfin, ton idée est aussi c'est intéressante parce que c'est de dire, allez, on reste à ça, de toute façon, on va prendre les projets qu'on a envie de prendre avec les clients qui ont envie de bosser avec nous, Exactement, et voilà. exactement ça. Ouais, Et ça aussi, je pense que ce côté-là aide aussi à créer votre notoriété. c'est clair. En fait, ça, Voilà, ouais, c'est drôle, je dis souvent, ce n'est pas by design au début, mais ça a créé un genre d'effet de rareté oui, un peu qui finalement tu sais, nous sert bien. C'est de dire, ah ouais, vous travaillez avec Spectrum, parce que moi, quand je les ai contactés, finalement, il n'y avait pas le temps, ou il fallait attendre 6 mois, tu vois. Donc, en fait, ça mm, crée cet effet-là qui est. C'est pour ça aussi, en fait, on n'a jamais eu de commercial non plus dans Spectrum. En fait, je suis ce qu'il y a de plus commercial dans mm, Spectrum. Et puis, je me considère quand même assez technique en quelque sorte. Tu sais, je veux dire, c'est des sujets assez geeks que normalement un commercial pourrait s'en intéresser que rien que pour les apparences, on va dire en quelque sorte. Tu sais, on n'a jamais eu de commercial dans Spectrum. C'est que du inbound, c'est que de la référence. On a des clients, tu sais, on est pas nombreux, donc c'est pas compliqué d'avoir du boulot tout le temps, je dirais, en guillemets. oui, Donc, en fait, on a des clients, ça fait littéralement 15, ça fait 15 ans que Spectrum existe. On a des clients que ça fait 15 ans qui bossent avec c'est nous. beau, Donc, c'est c'est beau. cool. C'est pas, puis, tu sais, je dis tout le temps, tu sais, c'est pas sexy. Tu sais, c'est pas l'article qui va passer dans le journal en disant, ah ouais, quelle boîte incroyable, ça fait 15 ans. Tu sais, mais nous, Ouais, on fait nos trucs, on roule bien. Et puis, le chiffre de 20, en fait, le chiffre de la vingtaine, en fait, t'as mis un peu le doigt dessus. La raison, en fait, c'est que pour moi, hein, de mon expérience personnelle, en service, donc pas en produit. En produit, c'est un peu différent. On pourrait faire un autre podcast sur la partie produit, mais la partie pure service, donc où on facture des heures, en gros, il y a ce sweet spot, en fait, de 20, où en fait, tu as encore cette ambiance familiale, très intime. Tu as encore la partie hyper qualitative où les gens sont hyper impliqués dans ce qu'ils font et qui travaillent avec des clients. Tu arrives à livrer des projets d'assez envergure. Et de l'autre côté, c'est le sweet spot financier aussi, où là, tu n'as pas de management. Et donc, en fait, en guillemets, tout le monde est facturable, ou presque. Tu vois, tout le monde est oui, facturable à quasi 100%. mm, Et puis, en fait, c'est ce qui nous permet aussi d'être à 4 jours semaine pour tout le monde. Tu vois, alors que tout le monde. Tu sais, c'est que l'idée fondamentale en arrière, c'est que c'est le point où on a le plus d'efficacité par rapport au travail qu'on fait. On parle mm, souvent de la partie un peu écologique, matérielle, tu sais, d'économiser le plastique, de consommer moins, etc. On parle rarement de ce gaspillage en fait d'énergie humaine. Est-ce qu'on préfère avoir une boîte de 400 employés avec une marge de profit qui est de 10% et qui en fait, ou une boîte qui est de la moitié mais qu'on fait 4 fois plus de marge en fait, versus mm. les efforts investis par nos équipes en fait. Vraiment, tu sais, est-ce Ouais, que mais je préfère que mon employé il travaille 60 heures dans la semaine et pour aller chercher un 5% de plus, ou au contraire, je peux dire, écoute, on passe à 80%, oui, on refuse le 5%, mais nos marges sont beaucoup plus élevées. Et puis, pour une petite boîte comme nous, d'avoir réussi à financer les startups qu'on finance, d'avoir réussi à acheter l'immobilier qu'on a, ben, c'est parce oui, qu'on a une santé financière, en fait, que les vingtaines d'employés
nous ont permis un peu d'avoir ce sweet spot-là. Tu sais. Je pense que c'est plus dans le futur du développement, en fait, d'après moi, puis ça c'est hyper personnel, le temps nous le montrera, mais je pense qu'on va vers cette tendance de spécialité, en fait, de plus petites équipes, plus spécialisées, plutôt que, je dirais un peu le côté old school qu'on voit des grandes boîtes qui sont, voilà, 10 000 employés, et que ce qu'ils vendent, c'est un brand, au lieu de vendre des devs, en fait, une expertise, et vraiment la personne, en fait. Euh, le revers de la médaille, on se fait souvent dire, mais vous reposez tellement sur les gens, mais si l'employé s'en va, ben, en fait, ça fait partie du risque du métier. Oui. Et puis, on sait que c'est notre Oui. faiblesse. On sait vraiment que c'est notre faiblesse. Tu sais, Mm. aujourd'hui, la relation entre un client et un dev, elle est Ah tellement oui, c'est ça. forte. Franchement, un dev qui décide de partir, ça fait très très mal. Mais moi, je dis toujours Ouais, le ouais. upside versus le downside, il est tellement plus gros qu'on n'a pas le choix de faire ça. Mais il faut reposer sur les gens, en fait. C'est la personne, tu sais, quand tu te fais développer un SI, ben, c'est les gens qui vont le coder qui font la différence. C'est pas la marque. C'est con, hein, c'est pas la marque, c'est pas la compagnie, c'est pas ça. C'est la personne qui va coder le truc et puis le framework dans lequel il est. Nous, on pense qu'on a le framework du succès avec les clients qu'on fait, puis on pense qu'on a les meilleurs devs au monde. Certainement que je me trompe, mais je pense que si on combine ces deux-là, tu sais, je dis toujours, il y a 3 facteurs de succès dans un projet. Hein. Il y en a un qu'on oublie tout le temps. Le premier, c'est l'équipe que tu mets sur ton projet. Ben, nous, on a tout le temps les mêmes équipes. Donc, c'est assez simple, c'est un paramètre qui est assez constant chez nous. Mm. Le deuxième, c'est la nature du projet. Est-ce que c'est un projet que tu as déjà fait, que tu n'as jamais fait? Est-ce que je suis en train de faire un truc de de reconnaissance faciale que j'ai jamais fait? Donc là, j'ai une notion d'imprévu et de risque qui est plus grande. Et puis le troisième qu'on oublie tout le temps, c'est le client en fait. Ça, je ne le sais pas, parce que c'est la première fois que je travaille avec, c'est un nouveau client, donc on facturait. Ces 3 facteurs-là, ben nous, on se dit tout le temps, les 2 premiers, on les contrôle, ils sont cohérents et ils sont stables. C'est le troisième qu'on ne sait pas et c'est ce qu'on essaie de valider en fonctionnant par itération sans contrat. Et quand ça va bien, ben en fait, ça dure longtemps. Donc voilà, c'est un Ouais, peu non, mais la c'est dynamique, c'est la quoi. recette. Ouais, Ouais, c'est la recette, on va dire, la recette qui va bien. Et ouais, mais c'est hyper intéressant parce que ouais, avec les échanges que j'ai, enfin, je suis au sein de la communauté, enfin, d'un cluster du numérique en région Auvergne-Rhône-Alpes. Et c'est vrai qu'il y a des agences web et on en discute un peu avec eux. Et c'est vrai que je pense que voilà, il va falloir qu'ils arrivent peut-être à ces modèles un peu là. Alors, pour y arriver, il y a plein d'autres choses. Il y a plein de choses. Et c'est aussi le changement un peu de la vision de ce qu'est un dev. Parce que c'est ce que tu dis. exactement, ouais, Parce que à fond, à le fond. dev, ouais, ouais, voilà, le dev, il y a des devs, moi, que je connais ou que j'ai eu en formation, etc., qui sont sortis, tu les mets pas face aux clients. Ouais, Ils ouais, sont, ouais. ils ont une peur. Enfin, voilà. Et ça, voilà, ça peut être aussi dans la formation aussi en amont. Ouais. Comment Mais je on se pense aussi, comporte. Nicolas, ouais, excuse-moi de t'interrompre, mais je pense aussi Non, il qu'il n'y a pas de mal. y a souvent un genre de traumatisme de par la nature de la relation établie. Tu sais, dans le sens que, Ouais. tu sais, il y a des clients que moi, j'ai pas envie de travailler avec non plus, alors que je me considère quand même quelqu'un d'assez social, mettons. Tu sais, Mhm. dans le sens que il y a des contextes de travail aussi que personne n'a envie d'avoir. Et puis, Oui. des fois, ben, comme tu disais avant, le commercial signe le contrat, il est content, il a fait sa com, il a fait sa vente. Mhm. Le chargé de projet, il fait ce qu'il faut pour mettre ça sur un gabarit qu'on lui a demandé de mettre. Et puis, en fait, le bout de la chaîne, entre guillemets, c'est le dev qui se la ramasse, la claque, tu vois. Dans le sens que Ouais, c'est lui c'est qui fait comme, ah putain, les gars, attends, le client, il comprend rien. Oui, vous avez fait la vente, puis la définition, elle est pas bonne. Et puis, le client m'appelle toujours le vendredi à 3 heures pour me dire que, voilà, faut faire ci, ouais. faut faire ça. Tu sais, à un moment donné, ça se justifie. Donc, je pense, il y a des devs qui aimeraient pas ça, 100% d'accord. Ouais. Mais je pense que le ratio des devs qui auraient du plaisir à travailler avec des clients, il est beaucoup plus grand si on mettait les paramètres qui allaient avec. Tu sais, nous, tu sais, les devs, mettons, qui travaillent directement avec les clients chez nous, ils ne gèrent pas le budget. Je ne leur demande pas de gérer le budget. Eux, ce qu'ils font, c'est comprendre le besoin et le développer. Tout le reste, c'est handlé différemment. On va gérer ça différemment. Et en fait, on va simplement regarder les métriques de vélocité, etc. S'il y a des trop points d'ajouter, ben, il y a un flag qui sort qui dit OK, bon, ben, là, attends un peu. Là, il y a trop d'ajouts, qu'est-ce qui se passe? On va jump in, on va regarder. On va faire un peu plus d'analyse, on va parler au client. Mais normalement, si tout va bien, on n'en entend jamais parler. Et puis, ça va bien. Donc, je pense que si on arrive à mettre ces contextes-là, où c'est le client, c'est le dev qui évalue le story tel que le client l'a défini, et qu'on a les flags pour savoir est-ce qu'on est on target ou on n'est pas on target, est-ce que le backlog il a changé de volume ou pas, je pense qu'il y a beaucoup plus de devs que ça leur ferait méga plaisir de travailler en fait. Mais après, voilà. Ouais, non, mais non, mais je suis d'accord. Et enfin, voilà. Après, ça.
ça réduit la chaîne, ça réduit les insatisfactions. Enfin voilà, il y a tout Ouais, un tas d'avantages. Après, il faut aussi faut qu'il soit prêt, faut qu'il soit prêt, formé, voilà, et mis en situation. Mais moi, je trouve que c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. clairement. Bon, Prochain podcast. ouais, voilà, on On va arrive faire quasi 6 à la podcasts. fin. Ouais, ouais, on arrive quasi à la fin. Quasi à la fin. Je voulais te poser deux, trois autres questions un peu plus, entre guillemets, personnelles. Enfin, personnelles, c'est déjà, bah, est-ce que tu nous pourrais, là, parler un peu de Spectron, mais de nous parler un petit peu d'une success story que tu aurais eu avec un de tes clients, enfin, voilà, que tu te dis, bah ouais, ce client-là, on l'a quand même déjà transformé dans son approche et dans ce qu'il voulait faire. Voilà, est-ce que tu aurais un petit exemple? Écoute, j'en ai pas mal, en fait, j'en ai plus qu'une. Durant le Covid, on a un client qui, justement, ça doit faire 8 ans qu'on bosse avec. Euh, Durant le Covid, en fait, il a mangé une grosse claque. En fait, il est dans l'industrie des produits de beauté D'accord. professionnels et donc se retrouve que tous les institutions de beauté sont fermées à cause du Covid, donc grosse claque. Et puis, on s'est assis ensemble, on a mis en place un projet. En fait, on a, en gros, en 4 mois, ouais, même pas, 3 4 mois, on a déployé un petit MVP qui est devenu un gros aujourd'hui, ce Ouais. qui représente une grosse partie de ses revenus aujourd'hui, qui est en fait un genre de système de dropshipping pour ces instituts qui venaient fermer. Donc, en fait, ce qui est vraiment cool, c'est qu'on arrivait avec une approche qui est hyper humaine, où en fait, on donnait un coup de main à ces gens-là, en fait. Ces gens-là mangeaient la claque parce qu'ils fermaient, donc il n'y avait plus de revenus. Le Oui. client perdait des revenus, donc il y a un côté Mm. humain et non pas juste financier, de dire, bah, écoute, en fait, on va mettre en place un système de dropshipping où les clients de ces clients-là, finalement, ils veulent encore leurs produits, mais ils ne peuvent plus aller les chercher. Par contre, et on assure des revenus aux instituts de beauté en faisant Oui. du dropshipping, et le client est content parce qu'il fait plus de ventes. Et aujourd'hui, en fait, ben, ces instituts-là, en fait, ils ont tous du e-commerce, qui en réalité est simplement intégré avec l'ERP de notre client. Oui, Quand voilà, le ouais. client commande, il se fait dropshipper avec l'étiquette du truc qu'il reçoit. Et franchement, je trouve, mettons, dans les délais et l'impact, c'est probablement dans les trucs les plus récents Ouais. que je trouve qui est complètement incroyable. Puis C'est on a top. réussi ça, honnêtement, si je veux donner un peu du mérite, le fait que notre infrastructure, ça fait 8 ans qu'elle est en place. Donc, tu vois, je pense que si le client était venu nous voir, qu'on n'avait jamais vu, et je veux faire ça, Mm. on n'aurait jamais réussi à sortir ça à la qualité en 3 mois, en fait. Donc, alors que là, en fait, il y avait l'infrastructure en place, on a juste vraiment spiné ça en disant, OK, cool, on essaie de développer cette plateforme-là le plus efficacement. Pour moi, c'est un des impacts qui est hyper intéressant au niveau humain, au niveau Mm. financier, l'impact en travers des gens. Donc, c'est le plus gros distributeur de l'Est du Canada, donc ça fait beaucoup de monde à toucher pour une réaction assez rapide. Ouais, ouais, tout le monde a eu à y gagner, quoi. Donc, Exact, exact. Donc, c'est. ben, sauf les consommateurs qui commandaient. Non, c'est vrai. Oui, oui, mais après, bah non, les consommateurs, ils en Ah avaient oui, non, besoin. non, je Enfin, taquine. voilà, voilà, donc Alors, non, 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 c'est voilà. top. Franchement, c'est des trucs comme ça qui ont un impact humain qu'on trouve incroyable. La transfo que je te disais qu'on fait en Suisse en ce moment, honnêtement, je trouve que c'est un des plus beaux projets parce qu'en fait, pour tout dire, moi, ça faisait un moment aussi que j'étais un peu loin de cette. Mm. En fait, j'étais plus dans les opérations du tout, donc je voyais moins. Et puis là, en fait, ben, vu que c'est un nouveau bureau qui est ouvert, je suis un peu plus impliqué. Et puis c'est beau de voir en fait l'impact sur les gens, en fait, où tu Ouais, dis, écoute, le logiciel qu'on est en train de mettre en place, il va changer ta vie, entre guillemets. Et puis surtout, mm, dans on va dire, une entreprise familiale qui a autant d'histoire, autant de bagages, oui, et qui, voilà, elle a un impact vraiment très, très personnel aux gens, en fait. C'est pas un employé qui est là depuis 2 ans, c'est des employés que ça fait des générations. Ils ouais, sont là depuis l'ancienne génération, la nouvelle, elle reprend, ils sont encore à leur emploi. Donc, je trouve que c'est des impacts qui sont hyper beaux. Et je veux dire, business-wise aussi, c'est incroyable. Je veux dire, financièrement, ça va avoir un gros impact. non, mais enfin, c'est toujours aussi, puis tu arrives dans des endroits où quand même tu vas leur mettre quelque chose qui a un coût, Clair. Ouais, c'est ouais. pas négligeable, voilà, qui peut aussi, bah, pour eux, ça peut mettre en péril leur société, parce que si ça marche Clair. pas, Ouais. parce qu'il y a toujours une part de risque, on va pas s'en cacher, il y a toujours une part de risque que ça marche pas, que ça prenne pas, que il y a plein de Normal, choses, ouais, ouais. il y a plein de choses, et voilà, et derrière, quand tu arrives et que enfin, ça marche, enfin, moi, je le vois avec mes clients Ouais, qui, ouais. j'en ai certains qui sont passés de 30 en 140, 150 en 5 ans, tu te dis, bah bravo, quoi, parce que, et puis toi, tu vois que ton infra que tu as mis en place, elle tient.
elle Ouais. tient et tu peux la faire évoluer. Donc c'est bon, tu as gagné, quoi. Bah, Tu as c'est gagné. ça qui compte, c'est cet impact humain en fait. Au final, Ouais, ouais. cet impact sur les gens, parce que le fait que ça augmente le chiffre d'affaires, franchement, c'est cool, c'est hyper cool. Mais en tout cas, Ouais. j'espère que c'est pas la finalité de ce qu'on fait, parce que ça serait un peu décevant. Mais je pense que c'est un peu l'impact qu'on permet aux gens. Après, voilà, c'est comme je disais, c'est des choix d'entreprise aussi. Moi, je suis beaucoup d'avis qu'on devrait essayer d'optimiser nos opérations pour diminuer les heures de travail. Ça, c'est ma philosophie personnelle, hein. Je pense qu'on Ouais, ouais, tout à on fait. devrait tous être à 80% dans ce qu'on fait, mais bon, c'est un autre Ouais, sujet. tout à fait. Tout à fait. Une autre question, est-ce que tu aurais un livre, une série, un film, je sais pas, quelque chose à nous conseiller? Alors, je vais être vraiment pas original parce que c'est un truc que je recommande assez régulièrement. Je suis un grand fan de la philosophie stoïque. Et puis, un des livres que je trouve incroyable, c'est L'Antifragile de Nassim Taleb. Tu te l'as sûrement fait déjà dire. Oui. Euh, Incroyable. Mais Ouais. si je veux être un peu plus original par rapport à la philosophie stoïque, A Guide to the Good Life de Irvin, Irvine. On parle souvent de la philosophie stoïque, on fait référence à Sénéca, etc. Euh, et donc, c'est des vieilles écritures, donc des fois on a un peu de la peine à les ramener. A Guide to the Good Life, en fait, ce qui est vraiment incroyable, c'est que c'est un livre à des chapitres selon les thématiques contemporaines. Donc, en fait, il va dire le deuil, voilà, mettons, la colère et comment on réagit ça Mmh. en approche de philosophique. C'est un bonbon, c'est incroyable. C'est un livre à lire un peu en chapitres séparés, donc il n'y a pas de story en tant que tel. D'accord. Ouais, je pense clairement un truc que je recommanderais Ouais. très très fortement. Ouais. Bon, bah, top, top, merci. Je les mettrai, dans la biographie pour que les gens puissent les retrouver facilement. Et dernière petite question, si tu avais un invité à me conseiller, ah, tu pourrais inviter. Alors, il y a plus Cédric, il y a plus Vincent, mais j'ai entendu que tu voulais faire un épisode, qu'on pourrait Avec échanger Cédric. sur, avec Cédric sur le management dans le numérique, ça pourrait être top. Alors, Heu, j'aurais dit Vincent pour dire en France, mais écoute, ouais, il y a tellement de monde exceptionnel. J'ai envie de te dire, en fait, un truc qui pourrait être vraiment intéressant comme suite un peu à nos conversations. Je pense, je vais pas être très original. Donc, donc maintenant, Spectrum Québec est racheté par le management en fait. Donc c'est en place depuis quelques années. C'est acheté par l'interne. On a eu des offres externes qu'on a refusées. On voulait vraiment, vraiment que ça d'accord, reste dans le DNA fort. Je pense que ça peut être vraiment, vraiment intéressant d'avoir une discussion avec Olivier, qui est le CEO de Spectrum, en fait, qui est dans ce process-là d'avoir repris dans les dernières années. Donc moi, ça fait 4 ans que je suis en Suisse. Ça fait 4 ans qu'il gère la boîte. Je pense que ça peut être une discussion assez intéressante d'une perspective de reprise ouais, de Spectrum avec, tu vois, il y a des choses, on est majoritairement d'accord, moi et Olivier, mais il y a des choses, des fois, qu'il y a une vision un peu différente qui peut être vraiment intéressante. Et là, tu auras droit à un vrai accent québécois aussi. Euh, Sinon, dans une perspective aussi un peu différente, j'ai un ami est associé dans Snipcart, qui est une boîte qu'on a vendue il y a 2 ans. Ça a fait partie d'un peu je dirais, des gros succès initiés par Spectrum, qui était le CEO de cette boîte-là, François Lantier-Nadeau, qui a son podcast d'ailleurs à lui, etc. ouais, Je pense que tu pourrais avoir des belles discussions, mais il faut que ça aille plus dans la philosophie et moins dans le technique. ouais, Incroyable. ouais, ouais, Et bah, ces deux personnes-là, pour moi, c'est famille, hein. Donc, je suis vraiment pas OK. original, mais ces deux personnes, c'est famille. Puis je pense que ça peut être vraiment, vraiment intéressant comme conversation. Ouais. Bon, bah, écoute, on en reparlera et tu me mettras en relation avec eux. Ça Bah, marche. écoute, je te remercie beaucoup, c'était top. Je pense qu'on aurait pu parler encore un moment. Voilà, mais on essaye de se tenir, mais Ouais, enfin, je te réinviterai, on rééchangera avec avec grand plaisir. plaisir. Parce que je trouve que l'approche, que tu amènes de l'agilité est hyper intéressante. Et voilà, donc Avec merci plaisir, une beaucoup, prochaine fois alors. Georges, et puis à bientôt. Génial, merci. Merci d'avoir écouté cet épisode de DSI et des hommes avec Georges Sade. Nous espérons que vous avez apprécié cette conversation inspirante sur l'impact du numérique. Votre opinion compte, nous vous invitons à laisser une note sur Apple Podcast ou mettre un commentaire ou même partager cet épisode avec vos proches pour propager ces connaissances sur le numérique et encore faire connaître ce podcast. Merci encore et à bientôt pour de nouvelles découvertes numériques passionnantes. Merci.